Le cri de Rosa Mendes déchira le silence du manoir Henderson, comme du verre se brisant contre du marbre. « Il est coincé! Mon Dieu, il est coincé dans la machine !» Ses mains frappaient contre la vitre ronde de la machine à laver industrielle, les jointures de ses doigts déjà rougies par la force des coups. À l'intérieur du tambour, à travers la vitre qui commençait à s'embuer, deux petits yeux bruns la regardaient avec une panique absolue. Daniel, âgé de 14 mois, était recroquevillé à l'intérieur de la machine à laver. L'eau recouvrait déjà ses petites jambes potelées jusqu'à la taille et continuait de monter. Le tambour tournait lentement, cruellement lentement, balançant le petit corps du bébé d'un côté à l'autre, tandis qu'il essayait de s'agripper au métal lisse avec ses petites mains qui ne savaient pas encore former de poing. Rosa tira sur la poignée avec une force brutale, verrouillée. Le verrou de sécurité avait été activé au moment où le cycle avait commencé. Ses doigts cherchèrent désespérément le bouton d'urgence, mais ne trouvèrent rien d'autre que du plastique lisse et indifférent. « Ouvrez ça !» Rosa se retourna face à la femme qui se tenait à moins de 2 mètres d'elle. « Pour l'amour de Dieu, Madame Monica, ouvrez cette machine immédiatement. » Monica Henderson resta exactement où elle était, immobile, les bras croisés sur son peignoir en soie grise qui coûtait plus de 3 mois de salaire à Rosa. Ses cheveux bruns tombaient en boucles parfaites sur ses épaules, sa peau impeccable ne montrait pas une goutte de sueur, et ses yeux verts observèrent la scène avec un calme qui n'était pas humain. Elle ne courut pas, elle ne cria pas, elle ne tendit pas la main vers le panneau de contrôle qui se trouvait à quelques centimètres de son coude. Elle se contentait d'observer. « Retourne à la cuisine, Rosa, » dit Monica d'une voix plate, dénuée de toute émotion. « Cela ne te regarde pas. » Rosa sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était une rage si ancienne et si profonde qu'elle ne savait même pas qu'elle la portait en elle. La rage de toutes les fois où elle avait baissé la tête, de toutes les humiliations qu'elle avait endurées, de tous les silences forcés qu'une femme comme elle devait accepter pour survivre dans un pays qui n'était pas le sien, travaillant pour des gens qui la traitaient comme un meuble. « Ça ne me regarde pas. » La voix de Rosa monta d'une octave. « Un bébé est en train de se noyer, et vous restez là sans rien faire. » Derrière elle, dans le couloir, une autre voix se joignit au chaos. Lily, 6 ans, apparut à la porte de la buanderie, le visage baigné de larmes et les poings serrés. Elle était trop petite, trop maigre, avec des cernes qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Rosa, s'il te plaît !» La petite fille se jeta contre les jambes de la domestique, agrippant son pantalon avec force. « Elle va tuer mon frère. Elle a dit qu'elle allait faire disparaître Danny. » Rosa baissa les yeux vers ses yeux bleus désespérés, puis regarda à nouveau la machine. L'eau recouvrait déjà la poitrine de Daniel. Le bébé avait cessé de frapper contre la vitre. Ses petites mains flottaient désormais, ses doigts s'ouvrant et se fermant au ralenti, comme s'il essayait d'attraper quelque chose d'invisible dans l'air. Il abandonnait. Rosa Mendes avait 43 ans. Elle avait traversé la frontière mexicaine cachée sous un camion de marchandises 3 ans auparavant parce que ses enfants mouraient de faim au Brésil et qu'aucun emploi à Belo Horizonte ne lui permettait de payer les médicaments contre l'asthme d'Isabella. Elle avait nettoyé des toilettes, frotté des sols, lavé les sous-vêtements d'inconnus, dormi dans des caves glaciales et mangé les restes des repas de ses employeuses. Elle avait baissé la tête 1000 fois, avalé 1000 humiliations, accepté 1000 injustices parce qu'elle devait envoyer de l'argent chez elle chaque mois. Mais il y avait des limites que même la pauvreté ne pouvait effacer. Elle s'est délicatement dégagée de Lily, a repoussé la jeune fille, puis a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait de sa vie. Elle a regardé Monica Henderson droit dans les yeux et a fait un pas en avant. « Écartez-vous », a dit Rosa d'une voix basse et menaçante. « Maintenant. » Monica inclina légèrement la tête, comme si elle évaluait un animal curieux. Un sourire minuscule, presque imperceptible, effleura le coin de ses lèvres. « Vous me menacez ?» demanda Monica, et il y avait une véritable amusement dans sa voix. « Vous, une employée illégale, vous me menacez dans ma propre maison. » Rosa ne répondit pas. Ses mains étaient déjà en mouvement, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait briser ce maudit verre. Ses yeux balayèrent la buanderie, des étagères remplies de produits d'entretien, des paniers à linge, des détergents importés dans des emballages élégants. Rien de lourd, rien qui puisse faire l'affaire. « Si tu touches à cette machine,
continua Monica en faisant un pas de côté pour bloquer l'accès au panneau de commande, j'appelle la police et je leur dis que tu as essayé de m'agresser. Je leur dis que je t'ai surprise en train de voler mes bijoux. Tu iras en prison, Rosa. Tu seras expulsée. Et tes petits-enfants au Brésil grandiront sans mère et sans argent. Ces mots auraient dû paralyser Rosa. Ils auraient dû glacer son sang. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau la machine et vit que l'eau recouvrait désormais le menton de Daniel, que le bébé avait fermé les yeux, que de petites bulles s'échappèrent de sa bouche entr'ouverte, quelque chose de plus fort que la peur s'empara de son corps. Elle s'avança. Rosa ne réfléchit pas. Son corps bougea avant que son cerveau n'ait pu calculer les conséquences. Elle poussa Monica avec force, utilisant son épaule comme un bélier, et la femme trébucha en arrière, sa robe de chambre en soie bruissant, alors qu'elle heurtait le mur de carreaux blancs. Le choc arracha un cri aigu à Monica, mi-surprise, mi-furieuse. « Salope !» Monica retrouva son équilibre en une seconde, les yeux verts désormais enflammés. « Tu viens de signer ton arrêt de mort. » Rosa l'ignora. Ses doigts étaient déjà sur le panneau de contrôle de la machine, appuyant au hasard sur les boutons, essayant de trouver la commande qui interromprait ce maudit cycle. Rien. L'écran numérique n'affichait que des chiffres rouges clignotants. 28 minutes restantes. L'eau continuait à couler. Le tambour continuait à tourner. Elle frappa le verre avec le côté de son poing. Une fois, 2 fois, 3 fois. La douleur explosa dans ses articulations, mais le verre ne se fissura même pas. Il était renforcé, conçu pour résister à une pression industrielle. Derrière elle, Monica avait déjà le téléphone en main et composait le numéro. « Oui, la police ? Je dois signaler une agression, » dit Monica, et sa voix avait complètement changé. Elle était maintenant tremblante, effrayée, la voix d'une victime parfaite. « Ma femme de ménage m'a attaquée. Elle est hors de contrôle. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire aux enfants. » Rosa se retourna, les yeux brillants. « Raccrochez ce téléphone et ouvrez cette machine. » Monica couvrit le téléphone de sa main et sourit. Un petit sourire victorieux. « Tu aurais dû te taire, Rosa. Maintenant, tu as tout perdu. » C'est alors que Lily bougea. La petite fille, qui était restée recroquevillée dans un coin de la buanderie pendant toute la scène, traversa soudainement la pièce à toute vitesse. Elle était petite, mais ses doigts étaient agiles. Avant que Monica n'ait pu réagir, Lily arracha le téléphone des mains de sa belle-mère et le jeta de toutes ses forces contre le sol. Le verre se brisa en 1000 morceaux qui roulèrent sur le sol. « Je te déteste !» cria Lily, les larmes coulant sur son visage rouge. « Tu as tué ma mère et maintenant tu vas tuer mon frère. » Le silence qui suivit était glacial. Monica regarda l'enfant avec une expression que Rosa n'oublierait jamais. Il n'y avait ni colère, ni surprise. Il n'y avait qu'un vide glacial, comme si derrière ses yeux il n'y avait aucune âme. « Ta mère est morte parce qu'elle était faible, » dit Monica, chaque mot étant délibéré, calculé pour blesser. « Et ton frère va mourir parce que personne dans cette maison n'a assez de courage pour m'arrêter. » Rosa sentit le monde ralentir. Elle regarda Lily, puis la machine, puis Monica à nouveau. L'eau dans le tambour recouvrait désormais complètement le visage de Daniel. Le bébé ne bougeait plus. Son petit corps flottait inerte, cognant doucement contre les parois métalliques, tandis que le tambour continuait sa rotation lente et implacable. Il n'y avait pas le temps d'appeler les secours, il n'y avait pas le temps de chercher des outils. Il n'y avait pas le temps pour autre chose qu'un choix brutal et immédiat. Rosa courut vers le placard à outils dans le coin de la buanderie. Ses mains balayèrent violemment les étagères, renversant des bouteilles d'eau de Javel, des éponges, des rouleaux de papier essuie-tout. Puis elle vit un petit marteau, utilisé pour accrocher des tableaux. Il n'était pas assez lourd pour briser le béton, mais peut-être suffirait-il à fendre le verre renforcé si elle frappait au bon endroit. Elle attrapa le marteau et retourna en courant vers la machine. Monica fit un pas en avant, lui bloquant le passage. « Si tu casses cette machine, tu la paieras. Elle coûte 12 000 $. Tu ne gagneras pas cette somme en 6 mois. » Rosa leva le marteau au-dessus de sa tête. « Sors, da, frent. »« Ou quoi ?» Monica pencha la tête, provocante. « Tu vas me frapper ? Tu vas ajouter agression avec objet à ton dossier ? La police est déjà en route, Rosa. Tu l'as entendu. J'ai appelé. Ils vont t'arrêter. Ils vont te déporter. Et tu sais ce qui arrivera à tes enfants au Brésil quand l'argent cessera d'arriver ?» Ces mots auraient dû détruire Rosa.
Elles auraient dû faire fléchir ses jambes, baisser ses bras, faire évaporer son courage. Mais lorsqu'elle regarda une nouvelle fois à l'intérieur de cette machine et vit le petit corps de Daniel complètement submergé, immobile, flottant comme une poupée de chiffon oubliée, quelque chose en elle se brisa définitivement. Elle n'était plus Rosa Mendes, la domestique qui baissait la tête. Elle n'était plus l'immigrante qui avait peur d'être vue. Elle n'était plus la mère qui calculait chaque centime avant de prendre une décision. Elle était simplement une femme qui ne pouvait pas assister à la mort d'un enfant. Rosa s'avança. Monica tenta de lui attraper le bras, mais Rosa fut plus rapide. Elle l'esquiva, pivota et, avec toute la force que ses muscles fatigués lui restaient, leva le marteau et l'abattit sur la vitre de la machine à laver. L'impact résonna dans la buanderie comme un coup de tonnerre. Le verre ne se brisa pas, mais une fine fissure, presque invisible, apparut dans le coin supérieur droit, rayonnant de manière microscopique dans toutes les directions. Rosa leva à nouveau le marteau. « Non !» cria Monica, et pour la première fois il y avait autre chose que de la froideur dans sa voix. Il y avait de la panique. Rosa frappa à nouveau. Et encore, et encore. Les fissures se multiplièrent, s'étendirent, s'approfondirent. Lily criait derrière elle, des mots inintelligibles mêlés à des sanglots. Monica tenta de tirer Rosa par l'épaule, mais la domestique se dégagea violemment, tournant son corps et repoussant sa patronne avec ses hanches. Au 6e coup, le verre céda. Il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux comme dans les films. Il s'est fissuré en formant une toile d'araignée, puis, dans un bruit humide et obscène, un morceau entier de verre s'est détaché et est tombé dans le tambour. De l'eau s'est déversée par l'ouverture, inondant le sol, trempant les jambes de Rosa, formant une flaque qui s'est répandue jusqu'aux pieds de Monica. Rosa a lâché le marteau, a passé son bras par l'ouverture irrégulière et a attrapé le petit corps de Daniel. Il était froid, très froid. Ses lèvres étaient bleues, et aucun mouvement ne venait de sa petite poitrine. Elle a tiré le bébé avec un soin désespéré, comme s'il était en porcelaine. De l'eau coulait de ses vêtements trempés, de ses cheveux bruns collés à son crâne. Ses yeux étaient fermés. Rosa allongea Daniel sur le sol et colla son oreille contre sa poitrine. Silence. Si vous respirez encore après cette scène, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce qui va suivre va vous bouleverser. Rosa appuya ses paumes contre la petite poitrine de Daniel et commença les compressions. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle n'avait jamais suivi de cours de premiers secours, mais elle avait regardé une vidéo sur YouTube quelques mois auparavant, lorsque Isabella avait eu une crise d'asthme si grave qu'elle avait cessé de respirer pendant 40 secondes. Rosa avait mémorisé chaque mouvement comme on mémorise une prière. 30 compressions. 2 insufflations. Répétées. Les lèvres de Daniel étaient glacées contre les siennes. Il n'y avait aucune réponse. Aucun mouvement, aucun souffle. Le petit corps restait inerte, humide, trop lourd pour quelque chose d'aussi petit. « Réveille-toi, Dani », murmura Rosa entre 2 compressions, la voix cassée. « S'il te plaît, réveille-toi. » Lily était agenouillée à côté d'eux, les mains couvrant sa bouche, les yeux si écarquillés qu'il semblait occuper la moitié de son visage. Elle ne pleurait plus. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Elle était quelque part au-delà de la peur, dans une sorte de transe silencieuse dans laquelle les enfants entrent lorsque le monde devient trop incompréhensible. Monica ne bougeait pas. Elle restait appuyée contre le mur, les bras toujours croisés, observant. Il y avait quelque chose d'étrange dans son immobilité, dans la façon dont ses yeux suivaient chaque mouvement de Rosa sans cligner des paupières. Ce n'était pas du choc, ce n'était pas du regret, c'était de l'attente, comme si elle attendait le résultat d'une expérience. Rosa fit 10 compressions supplémentaires, ses bras lui brûlaient, ses mains tremblaient. Elle pencha la tête de Daniel en arrière, boucha son petit nez avec ses doigts et souffla de l'air dans ses poumons minuscules. 1 fois, 2 fois, rien. « Réveille-toi » cria Rosa en frappant le sol à côté du bébé. « Pour l'amour de Dieu, réveille-toi » C'est alors qu'elle entendit le bruit. Il ne venait pas de Daniel. Il venait de l'extérieur de la buanderie. Un moteur de voiture, des pneus écrasant le gravier, une porte qui claquait. Rosa leva la tête. Son regard croisa celui de Monica et pour la première fois, elle vit quelque chose bouger sur ce visage impeccable. De la satisfaction. La police est arrivée rapidement.
dit Monica d'une voix empreinte d'un calme venimeux. J'ai dit qu'il s'agissait d'une urgence. J'ai dit qu'une femme dangereuse attaquait sa famille. Le sang de Rosa se glaça. Elle regarda ses mains, encore humides de l'eau avec laquelle elle avait aspergé Daniel, et alors elle vit du sang mélangé à l'eau. Ses jointures étaient ouvertes à force d'avoir frappé la vitre. Des taches rouges souillaient les vêtements du bébé, le sol, son propre tablier blanc. Elle ressemblait exactement à ce que Monica avait décrit au téléphone. Une femme hors de contrôle, violente, dangereuse. « Vous ne pourrez pas expliquer ça », continua Monica en s'éloignant du mur et en ajustant son peignoir. « Une employée illégale qui agresse sa patronne. Un bébé noyé, du verre brisé, du sang partout. » Elle fit une pause, penchant la tête. « Vous pensez qu'ils vous croiront ou qu'ils me croiront ?» Des pas rapides résonnèrent dans le couloir, des voix masculines, le cliquetis des menottes sur une ceinture de policier. Rosa regarda Daniel. Sa petite poitrine était immobile. Elle posa 2 doigts sur le côté de son cou, cherchant son pouls. Rien. Ou peut-être ne savait-elle tout simplement pas où chercher. Ses mains tremblaient tellement qu'elle ne sentait rien d'autre que sa propre panique. Rosa. La voix de Lily était faible, presque inaudible. La fillette toucha l'épaule de la domestique avec ses doigts glacés. Rosa doit s'enfuir. Si la police t'emmène, personne ne te croira. Elle gagne toujours. Rosa regarda l'enfant. 6 ans. 6 ans et elle savait déjà que le monde n'était pas juste. Elle savait déjà que les monstres portent parfois de beaux vêtements et vivent dans de grandes maisons. Elle savait déjà que les témoins trop petits n'ont pas voix au chapitre. « Je ne te laisserai pas », murmura Rosa en recommençant à comprimer la poitrine de Daniel. « Je ne le laisserai pas. Je ne... » Le bébé toussa. C'était un son humide, étouffé, mais c'était un son. De l'eau jaillit de sa bouche en un mince jet, puis il toussa à nouveau, son petit corps se contractant en spasmes. Ses yeux s'ouvrirent, flous, confus, puis il se mit à pleurer. Le plus beau cri que Rosa ait jamais entendu de sa vie. Elle le tourna sur le côté, laissant davantage d'eau s'écouler de sa bouche, et le serra contre sa poitrine, le berçant tandis qu'il pleurait, toussait et tremblait. Ses larmes tombaient sur la tête mouillée du bébé, se mélangeant à l'eau qui coulait encore de ses cheveux. « Dieu merci », répétait Rosa sans cesse, la voix brisée. « Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci ». Lily se jeta sur eux deux, ses bras minces essayant d'enlacer à la fois la domestique et son frère. Elle sanglotait maintenant, de profonds sanglots qui venaient du plus profond de son âme. Monica ne dit rien, mais Rosa vit. Elle vit le changement subtil dans ses yeux. Elle vit la façon dont elle regardait Daniel, vivant et en pleurs, comme s'il s'agissait d'une erreur de calcul. Un détail inattendu dans un plan qui aurait dû être parfait. Les voix dans le couloir étaient plus proches maintenant. 2 policiers apparurent à la porte de la buanderie, les mains près de leurs étuis, balayant la scène du regard. De l'eau partout, du verre brisé, une femme couverte de sang tenant un bébé trempé, un enfant qui pleurait à côté, et Monica Henderson debout là, impeccable dans son peignoir de soie, avec l'expression de quelqu'un qui venait de survivre à une attaque. « Messieurs les agents, Dieu merci, vous êtes arrivés », dit Monica d'une voix tremblante. « Parfaite. Cette femme est devenue folle. Elle a attaqué mon beau-fils. J'ai essayé de l'en empêcher, mais elle m'a poussé et... »« Mensonge !» cria Lily en se levant d'un bond et en pointant Monica du doigt. « Elle a mis mon frère dans la machine, elle allait le laisser mourir. C'est Rosa qui l'a sauvé. » Le policier le plus âgé, un homme aux cheveux gris et au visage fatigué, leva la main. « Que tout le monde reste calme, nous allons régler cela tranquillement. » Il regarda Rosa, puis Daniel dans ses bras, puis la machine à laver dont la vitre était brisée et dont l'eau coulait encore par l'ouverture. Ses yeux se plissèrent. « Madame, » dit-il en s'adressant à Rosa, « je vous demande de poser l'enfant par terre et de lever les mains. » Rosa serra Daniel contre sa poitrine. Il a failli mourir. Elle a essayé de le tuer. Posez l'enfant par terre, tout de suite. Monica s'avança, la voix douce et raisonnable. « Monsieur l'agent, cette femme travaille pour moi depuis seulement 3 mois. Je ne la connais pas bien. Aujourd'hui, elle est arrivée agitée, bizarre. Quand je suis venu voir ce qui se passait, j'ai trouvé mon beau-fils dans la machine, et elle ici en train de détruire ma propriété. Je pense qu'elle a eu une sorte de crise. »
Le plus jeune des policiers avait déjà la radio à la main, appelant une ambulance. Le plus âgé continuait à regarder Rosa, attendant. « Je l'ai sauvée », répéta Rosa, détestant à quel point sa voix semblait désespérée. « Je n'ai blessé personne. C'est elle. Demandez à la petite fille. Demandez à Lily. » Le policier regarda Lily. La petite fille le fixa en retour, les yeux rouges mais déterminés. « C'est Monica, dit Lily, chaque mot clair et délibéré. Elle a mis mon frère dans la machine à laver et l'a mise en marche. Rosa a essayé de le sauver. Monica allait le laisser mourir. » Il y eut un silence. Monica a laissé échapper un petit rire triste. « Monsieur l'agent, cette pauvre enfant est traumatisée. Elle a perdu sa mère il y a moins d'1 an. Parfois, elle confond les choses, invente des histoires. Cela fait partie du deuil. » Le policier regarda Monica et Lily, la femme riche en robe de soie et l'enfant aux pieds nus avec des ecchymoses sur les bras. Et Rosa vit, à ce moment précis, qu'il ne savait pas qui croire. « Que feriez-vous à sa place? Si vous étiez Rosa à ce moment-là, que diriez-vous? Écrivez-le ici dans les commentaires. Je veux vraiment savoir. » C'est alors qu'une troisième voix rompit le silence. « Il y a des caméras. » Tout le monde se retourna. Rosa, les policiers, même Monica. La voix venait de Lily, mais elle semblait différente à présent. Ce n'était plus la voix d'une enfant effrayée. C'était la voix de quelqu'un qui avait gardé un secret trop lourd pendant trop longtemps et qui avait enfin trouvé le courage de le révéler. « Des caméras ?» Le policier le plus âgé fronça les sourcils. Lily acquiesça en montrant le coin supérieur de la buanderie. « Mon père a fait installer des caméras de sécurité la semaine dernière, dans toutes les pièces de la maison. Il a dit que c'était pour notre protection. » Elle regarda Monica droit dans les yeux. « Il y en a une juste là. » Rosa suivit le doigt de la jeune fille et vit une petite caméra noire fixée dans le coin du plafond, son objectif discret pointé exactement vers l'endroit où se trouvait la machine à laver. Le minuscule voyant rouge à côté de l'objectif clignotait doucement. Enregistrement en cours. Le sang se retira du visage de Monica. Ce fut subtil, presque imperceptible, mais Rosa le vit. Elle vit la façon dont ses doigts se crispèrent sur le tissu de son peignoir. Elle vit la façon dont sa mâchoire se serra. Elle vit le masque se fissurer. « Ce n'est pas vrai », dit rapidement Monica en se tournant vers les policiers. « Les caméras n'ont pas encore été installées. Le technicien a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. » « C'est un mensonge. » Lily fit un pas en avant. « Il est venu jeudi. Je l'ai vu. Tu étais chez le coiffeur. Je suis resté à la maison parce que j'avais mal à la gorge. L'homme a passé toute la journée à installer les caméras et m'a dit que désormais mon père pouvait tout voir depuis son téléphone portable, même lorsqu'il était en déplacement. » Le policier le plus âgé échangea un regard avec son partenaire. Puis, lentement, il leva les yeux vers la caméra dans le coin de la pièce. Le voyant rouge continuait de clignoter, constamment, indifférent au chaos qui régnait en dessous. « Madame Henderson, » dit le policier, et son ton avait changé. « Nous allons devoir examiner ces enregistrements. »« Ce n'est pas nécessaire, » commença Monica, mais le policier l'interrompit. Ce n'était pas une demande. Il se tourna vers son collègue plus jeune. « Miller, contactez le mari de cette dame. Nous avons besoin d'accéder aux caméras de sécurité, tout de suite. » Monica recula d'un pas, puis d'un autre. Ses mains tremblaient, maintenant, son sang-froid soigneusement construit, s'effondrant brique par brique. « Vous ne comprenez pas. Cette femme est dangereuse. Elle a attaqué un enfant. Vous avez vu le sang, vous avez vu... Nous avons aussi vu une machine à laver avec un bébé à l'intérieur et vous, immobile, sans rien faire, » dit le policier d'une voix tranchante. « Alors nous allons regarder l'enregistrement et voir exactement ce qui s'est passé. » Le policier Miller était déjà au téléphone, en train de parler à quelqu'un. Il raccrocha après quelques secondes et fit signe à son collègue. « Le mari est à l'aéroport de Newark. Il est en route. Il a dit qu'il pouvait accéder aux caméras à distance. Il envoie le lien maintenant. » Le téléphone portable du policier plus âgé a bipé. Il a ouvert le message, cliqué sur le lien, et l'écran a éclairé son visage fatigué. Rosa a regardé ses yeux se déplacer de gauche à droite, suivant des images qu'elle ne pouvait pas voir, mais qu'elle connaissait déjà par cœur. 10 secondes, 20, 30. Le visage du policier s'est durci. Il a tourné l'écran vers Monica. « Tu peux m'expliquer ça ?» Monica a regardé l'écran. Rosa ne pouvait pas voir ce qui était affiché, mais elle a vu le reflet sur le visage de Monica. Elle a vu le moment précis où elle a réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de mentir,
de manipuler, de renverser le récit. L'enregistrement montrait tout. Monica mettant Daniel dans la machine, fermant la porte, tournant le cadran, croisant les bras tandis que l'eau commençait à remplir la machine. Rosa entrant en courant. Rosa criant. Rosa suppliant. Monica refusant. Monica menaçant. Rosa poussant Monica et attrapant le marteau. Rosa brisant la vitre. Rosa sauvant un bébé qui était en train de mourir tandis que sa belle-mère se contentait de regarder. « Je peux vous expliquer, dit Monica, et sa voix sortit stridente. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'essayais de lui donner une leçon. Je voulais juste laisser entrer un peu d'eau. Je ne voulais pas. Une leçon? La voix du policier le plus âgé tonna dans la buanderie. Vous avez mis un bébé de 14 mois dans une machine à laver et vous l'avez mis en marche pour lui donner une leçon? Monica ouvrit la bouche. Elle la referma. Elle l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis que Rosa la connaissait, Monica Henderson était complètement sans réponse. Le policier rangea son téléphone et sortit les menottes de son ceinturon. Monica Henderson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, cruauté envers un enfant et... Non! Monica recula, heurtant le mur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez qui est mon mari. Vous savez combien d'argent il a. Il va vous détruire. Il va détruire votre emploi, votre carrière, votre... Tournez-vous et mettez les mains derrière le dos. Monica ne bougea pas. Ses mains agrippèrent à son peignoir, comme s'il s'agissait d'une armure. Je suis la femme de Jonathan Henderson. Je ne suis pas une criminelle ordinaire. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Le policier fit un pas en avant. Dernière chance. C'est alors que Monica regarda Rosa. Et dans ce regard, Rosa vit tout ce qu'elle avait toujours su mais n'avait jamais pu nommer. De la haine pure. Pas le genre de haine qui vient de la colère ou de la douleur. Le genre qui vient de quelque chose de pourri au plus profond de l'âme. Quelque chose qui a toujours été là, attendant l'occasion de se manifester. « Espèce de salope !» cracha Monica. « Tu as tout gâché. Tout. J'aurais été parfaite. J'aurais été la mère parfaite, la femme parfaite. Et ces idiots d'enfants ont tout gâché. Surtout lui. » Elle désigna Daniel, toujours blotti dans les bras de Rosa. « Il pleure toutes les nuits. Il salit tout. Il m'empêche de dormir. Il ne devrait même pas exister. Il aurait dû mourir avec sa mère. » Lily sanglota. Rosa serra Daniel plus fort contre sa poitrine, ses bras tremblants non pas de peur, mais d'une colère si profonde qu'elle pouvait à peine respirer. Le policier ne dit rien d'autre. Il attrapa simplement le bras de Monica, la plaqua contre le mur et lui passa les menottes. Le cliquetis du métal résonna dans la buanderie comme le point final d'une phrase. Monica hurla. Pas des mots, juste un son animal, furieux, désespéré. Elle se débattit, donna des coups de pied, tenta de mordre le policier, mais celui-ci la maintint avec une fermeté professionnelle et commença à la traîner hors de la buanderie. « Vous allez payer pour ça !» cria Monica par-dessus son épaule, sa voix résonnant dans le couloir. « Vous allez tous payer, c'est moi la victime ici. C'est moi !» Sa voix se perdit dans le lointain. Puis, le silence. Rosa resta allongée sur le sol, serrant Daniel dans ses bras. Il avait cessé de pleurer et respirait maintenant bruyamment contre son cou. Lily s'agenouilla à côté d'elle et posa sa tête sur l'épaule de Rosa, ses petits doigts agrippant le tablier trempé. Le policier Miller s'approcha, la voix douce. « Vous allez bien? Vous avez besoin de soins médicaux ?» Rosa secoua la tête. Elle ne pouvait pas parler. Si elle ouvrait la bouche maintenant, elle savait qu'elle s'effondrerait complètement. « L'ambulance arrive pour le bébé, » continua le policier. « Nous allons l'emmener à l'hôpital juste pour nous assurer que tout va bien. » Rosa acquiesça en regardant le petit visage de Daniel. Ses lèvres étaient encore légèrement bleues, mais il respirait. Il était vivant. Il était en sécurité. Pour la première fois en 3 mois de travail dans cette maison, Rosa s'autorisa à ressentir autre chose que de la peur. Elle s'autorisa à ressentir la victoire. Si ce rebondissement vous a donné des frissons, s'il vous a pris par surprise, laissez votre like maintenant. Montrez que vous vivez cette histoire avec nous. L'ambulance est arrivée 12 minutes plus tard. Rosa était toujours allongée sur le sol de la buanderie lorsque les ambulanciers sont entrés, leurs bottes laissant des traces humides sur le sol détrempé. Elle n'avait pas bougé. Elle en était incapable. Ses bras étaient serrés autour de Daniel comme s'ils étaient faits de ciment. Et chaque fois qu'elle essayait de le lâcher,
Son corps refusait tout simplement d'obéir. « Madame, je dois examiner le bébé », dit une jeune ambulancière aux cheveux courts et à la voix douce. Elle s'agenouilla à côté de Rosa, les mains tendues mais sans la toucher. « Pouvez-vous me le passer ?» Rosa regarda la femme. Elle voulait dire oui, bien sûr, que c'était la meilleure chose à faire. Mais lorsqu'elle essaya de desserrer ses bras, ceux-ci se resserrèrent davantage, comme s'ils avaient leur propre volonté. « Il a failli mourir », murmura Rosa, et sa voix était si rauque qu'elle semblait à peine être la sienne. « Il a arrêté de respirer. Je l'ai vu, je sais. » L'ambulancière ne la pressa pas. Elle resta simplement là, agenouillée dans l'eau sale, sa présence calme et solide. « Mais il respire maintenant. Vous l'avez sauvé. Maintenant, je dois m'assurer qu'il va bien. Laissez-moi vous aider. » Rosa baissa les yeux. Daniel avait les yeux fermés, le visage pâle mais paisible. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier, et de temps en temps, il faisait un petit bruit avec sa gorge, comme s'il faisait un rêve léger. Elle passa la main dans ses cheveux mouillés, écartant les mèches collées à son front. « Promettez-vous que vous ne laisserez rien lui arriver ?» demanda Rosa. Et elle détestait à quel point cela ressemblait à une enfant demandant des garanties impossibles. L'ambulancière soutint son regard. « Je promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. » Rosa prit une profonde inspiration. Puis, dans un effort qui sembla lui arracher quelque chose de la poitrine, elle relâcha ses bras et tendit Daniel. L'ambulancière le prit délicatement, l'allongea sur la civière portable et commença à vérifier ses signes vitaux avec des gestes rapides et précis. Lily comble immédiatement le vide. Elle se jette dans les bras de Rosa, enfouit son visage dans son épaule humide et se remet à pleurer. Ce ne sont plus les sanglots aigus de panique de tout à l'heure, mais quelque chose de plus profond, de plus épuisé. Les sanglots de quelqu'un qui a porté le monde sur ses épaules pendant trop longtemps et qui peut enfin lâcher prise. Rosa la serra dans ses bras, la berçant doucement d'un côté à l'autre, comme elle le faisait avec Isabella quand sa fille faisait des cauchemars au Brésil. Ses doigts caressaient les cheveux de Lily dans un mouvement automatique, et elle murmura des mots sans signification en portugais, des mots de réconfort dont elle-même n'avait pas conscience. Le policier Miller s'approcha prudemment. « Madame, nous allons avoir besoin de votre déposition officielle, mais cela n'a pas besoin d'être maintenant. Vous pouvez attendre d'être prête. » Rosa acquiesça sans le regarder. Ses yeux étaient fixés sur Daniel, que l'ambulancière enveloppait maintenant dans des couvertures thermiques en aluminium qui faisaient un bruit de papier froissé. « La pression est bonne. La saturation en oxygène revient à la normale, » dit l'ambulancière à son collègue, un homme plus âgé avec une moustache grise. « Mais il a besoin d'une radiographie pulmonaire et d'une surveillance pendant au moins 24 heures. L'eau dans les poumons peut entraîner des complications tardives. » Rosa sentit son estomac se nouer. « Des complications ? Probablement pas, » répondit rapidement l'ambulancière en se tournant vers elle avec un sourire rassurant. « Mais c'est le protocole. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous pouvez l'accompagner à l'hôpital si vous le souhaitez. »« J'y vais, » dit immédiatement Rosa. Puis elle regarda Lily, qui s'accrochait toujours à elle. « Nous y allons. »« Lily ne peut pas monter dans l'ambulance, » dit gentiment l'agent Miller. « Mais je peux l'emmener dans la voiture de patrouille. Nous serons juste derrière vous. » Lily leva la tête, les yeux rouges et gonflés. « Je veux aller avec Rosa. »« Je sais, ma chérie, » dit l'agent. « Mais il n'y a pas assez de place. Ce ne sera qu'une minute, je te le promets. » Lily regarda Rosa, incertaine. Rosa prit le visage de la petite fille entre ses mains et la regarda droit dans les yeux. « Tu as été très courageuse aujourd'hui, » dit Rosa en prononçant chaque mot avec soin. « Plus courageuse que n'importe quel adulte que je connaisse. Et grâce à cela, ton frère est en vie. Tu comprends? Tu l'as sauvé. Mais c'est toi qui... » « Non. » Rosa secoua la tête. « Ce sont les caméras. C'est toi qui t'en es souvenu. C'est toi qui as eu le courage de parler. Sans toi, il m'aurait emmené en prison. Il l'aurait cru. » Rosa déglutit. « Tu es une héroïne, Lily. Une vraie héroïne. » Les yeux de Lily se remplirent à nouveau de larmes. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Les ambulanciers emmenèrent Daniel dans l'ambulance. Rosa les suivit, les jambes flageolantes, chaque pas lui donnant l'impression de marcher dans des sables mouvants. Alors qu'elle montait à l'arrière de l'ambulance, elle sentit une main lui toucher le bras. C'était le policier plus âgé, celui qui avait menotté Monica.
Il retira sa casquette, révélant des cheveux gris clairsemés sur le sommet de sa tête. « Je voulais que vous sachiez que j'ai mal agi là-bas, » dit-il, et il y avait quelque chose de lourd dans sa voix. « Quand je vous ai vue couverte de sang tenant ce marteau, j'ai jugé, j'ai présumé. Et j'ai failli commettre la plus grande erreur de ma carrière. » Rosa ne dit rien. Elle ne savait pas quoi dire. « Les gens comme vous, » continua le policier, « font plus que la plupart d'entre nous ne feront dans toute leur vie. Et pourtant, vous êtes les premiers que nous soupçonnons. » Il tendit la main. « Je suis désolé. Vraiment. » Rosa regarda la main tendue. Après un moment, elle la serra. Elle ne dit pas que tout allait bien, car ce n'était pas le cas. Mais elle la serra quand même. L'ambulance se mit en route. Par la vitre arrière, Rosa vit Lily monter dans la voiture de patrouille avec le policier Miller. La petite fille, minuscule et fragile sur l'énorme siège, lui fit un signe de la main et Rosa lui rendit son salut. À l'intérieur de l'ambulance, le seul bruit était le bip constant du moniteur cardiaque de Daniel. Rosa s'assit sur le siège à côté du brancard, les yeux fixés sur le petit visage du bébé. Il dormait encore, inconscient du chaos qui avait dévasté son monde au cours des dernières heures. L'ambulancière prit une couverture propre et la posa sur les épaules de Rosa. « Vous êtes trempée, vous aussi. Vous risquez l'hypothermie. » Rosa serra la couverture plus fort, mais ne sentit aucune différence. Son corps était tellement engourdi qu'elle ne pouvait dire si elle avait froid ou chaud. Tout ce qu'elle ressentait, c'était le poids écrasant de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Du soulagement? Pas tout à fait. De la terreur? Elle était toujours là, lui murmurant que ce n'était peut-être pas fini. De l'épuisement? Certainement. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la dignité. Elle avait fait ce qu'il fallait. Pas ce qui était sûr, pas ce qui était intelligent, mais ce qui était juste. Et grâce à cela, un enfant était en vie. Rosa ferma les yeux et pour la première fois en 3 ans, elle se laissa aller à pleurer. Si cette histoire vous a vraiment touché, si vous avez ressenti chaque mot, pensez à soutenir notre chaîne avec un super thanks. C'est ce qui nous donne la force de continuer à raconter des histoires réelles comme celle-ci. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. 3 mois plus tard, Rosa Mendes était dans la cuisine du manoir Henderson en train de préparer le petit déjeuner. Mais maintenant, tout était différent. Elle ne portait plus le tablier blanc de domestique. Elle portait ses propres vêtements, simples mais propres, et ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche qui laissait quelques mèches retomber sur son visage. Elle ne vivait plus dans la petite chambre exiguë du sous-sol. Jonathan avait insisté pour qu'elle emménage dans la chambre d'amis au 2e étage, qui avait des fenêtres donnant sur le jardin et une salle de bain avec une vraie baignoire. Elle n'était plus domestique. Elle était désormais gouvernante, avec un salaire 5 fois plus élevé et surtout avec le respect. Mais les changements les plus profonds ne se trouvaient pas dans ses vêtements ou sa chambre. Ils se trouvaient dans de petits détails que seuls ceux qui regardaient attentivement pouvaient remarquer. La façon dont ses mains ne tremblaient plus lorsqu'elle préparait le café. La façon dont elle dormait toute la nuit sans se réveiller en sursaut, à l'affût du moindre bruit de pleurs étouffés. La façon dont elle riait lorsque Lily racontait des histoires stupides à la table du petit déjeuner. Un son qu'elle avait elle-même oublié qu'elle était capable de produire. Daniel entra dans la cuisine en titubant sur ses jambes potelées, vêtu uniquement d'une couche et d'un t-shirt avec un dessin de dinosaure. Il avait presque 1 an et demi maintenant, et avait appris à marcher 3 semaines auparavant. Ses pas étaient encore maladroits, mais déterminés. « Rosa !» cria-t-il en tendant ses petits bras. Rosa lâcha la spatule, le prit dans ses bras et le fit tournoyer, écoutant son rire cristallin résonner dans la cuisine. Elle l'embrassa sur la joue, sentant l'odeur du savon pour bébé et du lait, puis l'installa dans sa chaise haute. « Tu as faim, mon amour ?» demanda-t-elle en portugais, car elle ne cachait plus son accent. Désormais, lorsqu'elle parlait avec sa propre voix. Daniel applaudit, bavant d'excitation. Lily apparut peu après, déjà habillée pour l'école, avec son uniforme bien repassé et un sac à dos sur les épaules. Elle avait pris du poids au cours des derniers mois, et ses cernes avaient presque complètement disparu. Il y avait encore des moments difficiles, des cauchemars occasionnels, des jours où elle ne voulait pas sortir de sa chambre. Mais maintenant, il y avait la thérapie, l'attention, l'amour inconditionnel. « Bonjour, Rosa », dit Lily en l'embrassant sur le visage avant de s'asseoir à table.
Papa est descendu? Pas encore, mais il a dit qu'il descendrait bientôt. Jonathan Henderson avait également changé. Il avait vendu la moitié des actions de l'entreprise et en avait confié la gestion à des associés de confiance. Il travaillait désormais à domicile 3 jours par semaine et ne voyageait que lorsque cela était absolument nécessaire. Il dînait avec ses enfants tous les soirs. Il lisait des histoires à Daniel avant de se coucher. Il assistait au spectacle de Lily à l'école. Il ne serait plus jamais le même homme qui faisait passer son travail avant tout. Le fait d'avoir failli perdre Daniel avait brisé quelque chose en lui, mais cela avait aussi reconstruit autre chose, quelque chose de plus fort. Quant à Monica, elle attendait son procès dans une prison d'État. Les accusations étaient graves, tentative de meurtre, cruauté envers les enfants, violence domestique. Son avocat avait tenté de plaider la folie passagère, le stress post-traumatique, 1000 excuses différentes. Mais les enregistrements des caméras de sécurité ne mentaient pas. Ils montraient exactement qui elle était. Rosa ne pensait pas beaucoup à elle. Cela ne valait pas la peine. Tout en servant des œufs brouillés à Lily, Rosa regarda par la fenêtre de la cuisine. Le jardin était en fleurs. Les arbres se balançaient doucement dans la brise de janvier et le soleil matinal peignait tout d'une lumière dorée. Elle pensa à ses enfants au Brésil, Miguel et Isabella. Ils viendraient lui rendre visite dans 2 semaines. Jonathan avait payé les billets et l'aidait à obtenir les visas. Il parlait même de les faire venir définitivement, d'inscrire Miguel dans la même école que Lily, de donner à Isabella accès à des médecins qui pourraient traiter son asthme correctement. C'était surréaliste, impossible. Et pourtant, cela se produisait. Rosa ne savait pas si elle méritait tout cela, mais elle apprenait peu à peu que mériter n'était peut-être pas la bonne question. Peut-être fallait-il simplement accepter que parfois, faire ce qu'il faut ouvre des portes dont on ignorait l'existence. Jonathan descendit les escaliers et entra dans la cuisine, déjà en costume, mais avec la cravate encore défaite autour du cou. Il embrassa Lily sur la tête, chatouilla Daniel jusqu'à ce que le bébé éclate de rire, puis se tourna vers Rosa. « Bonjour, tu as bien dormi ?»« Oui, » répondit Rosa, et c'était vrai. « Tant mieux. » Jonathan prit une tasse de café qu'elle avait préparée. « Tiens, j'allais oublier. Tu as reçu une lettre hier soir. Je l'ai laissée sur la table dans l'entrée. » Rosa s'essuya les mains avec un torchon et se dirigea vers le hall. Sur la table en acajou, il y avait une enveloppe blanche avec son nom écrit à la main dans une calligraphie soignée. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait une courte lettre et un chèque. La lettre était de Claire Crane, la sœur de Monica. Elle s'excusait pour ses années de silence, remerciait Rosa d'avoir eu le courage qu'elle n'avait pas eu et disait qu'elle allait enfin témoigner devant la police sur ce que Monica lui avait fait quand elles étaient enfants. Le chèque était de 10 000 $, avec une note qui disait « Pour vos enfants, pour leur avenir. Vous avez montré au monde qui était vraiment ma sœur. Cela a sauvé d'autres enfants qu'elle aurait pu blesser. Merci. » Rosa resta là debout, tenant le chèque, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Toutes les histoires douloureuses ne se terminent pas forcément dans la douleur. Parfois, elles se terminent par un nouveau départ. Parfois, elles se terminent par une dignité retrouvée. Parfois, elles se terminent par une femme qui a traversé des frontières, survécu à des humiliations, travaillé jusqu'à en avoir mal aux os, et qui a pourtant trouvé la force de sauver une vie qu'elle n'avait pas la responsabilité de sauver. Car au fond, toutes les vies sont notre responsabilité. Si vous regardez ceci en ce moment, je veux que vous sachiez une chose. Le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur. Le courage, c'est avoir peur et faire quand même ce qui doit être fait. C'est choisir ce qui est juste, même quand cela peut tout coûter. Rosa Mendes l'a fait, et elle a changé 3 vies pour toujours, celle de Daniel, celle de Lily et la sienne. Parfois, la personne la plus courageuse dans une pièce n'est pas la plus riche, la plus puissante ou la plus instruite. C'est celle qui, quand tous les autres restent immobiles, fait un pas en avant. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Je sais que cela n'a pas été facile, mais des histoires comme celle-ci doivent être racontées, parce que quelque part, quelqu'un vit une situation similaire. Et peut-être, juste peut-être, que cette histoire donnera à cette personne le courage dont elle a besoin. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait ressentir quelque chose, si elle vous a fait réfléchir, une autre vidéo vous attend ici, sur cette chaîne.
une autre histoire vraie, un autre voyage, un autre moment d'humanité pure. Vous n'êtes pas seul, et tant qu'il y aura des histoires comme celle-ci à raconter, vous ne le serez jamais. À la prochaine.